Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Isère Mag. Vous connaissez le principe, comme pour chaque épisode, on va feuilleter ensemble quelques pages de ce numéro que je tiens dans la main. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site isère.fr, numéro qui est consacré au patrimoine. On va y revenir dans quelques instants avec le vice-président Patrick Curteau. Pour parler patrimoine, on a d'ailleurs choisi la Maison Bergès à Villarbonneau, l'un des 11 musées départementaux. Mais avant d'en parler, on regarde le sommaire avec les autres sujets. Un ancien poème égyptien dit « Nil, 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 fleuve impétueux et tempétueux, tu es comme notre reine, la source de la vie ». Venez découvrir ce fleuve nourricier en ce moment au musée Champollion à Vif, dans le cadre de la saison culturelle « Oh, quelle histoire !» C'est la station iséroise de Champs-Rousse qui a été choisie pour célébrer le retour des athlètes et du drapeau paralympique après les paras de Milan-Cortina. Une après-midi et une soirée riche en émotions pour Arthur Baucher, Aurélie Richard et les autres. Et puis le président Jean-Pierre Barbier nous expliquera les dernières évolutions de l'aide sociale à l'enfance en Isère avant un agenda sur 2 roues. Bonjour Patrick Curteau. Bonjour. Vous êtes vice-président du département, chargé de la culture, du patrimoine, du devoir de mémoire et de la coopération internationale. Exact. Aujourd'hui, on va parler surtout patrimoine. C'est quoi ce label patrimoine en Isère ? Alors, le label patrimoine en Isère, c'est un label qu'on a mis en place il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui, à la demande soit de propriétaires privés ou publics d'ailleurs, et soit suite à des visites de la part de nos agents ou de certains élus qui connaissent tel ou tel lieu. Et ça mériterait éventuellement d'avoir le label patrimoine en Isère. Alors naturellement, ça ne s'obtient pas comme ça. C'est pas parce que je dis je veux label patrimoine qu'on écoutez, voilà, venez le chercher la semaine prochaine et on vous le donne. Non, il y a des engagements. L'un des principaux engagements, alors, c'est par exemple de pouvoir être ouvert le jour des Journées européennes du patrimoine. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Et puis les propriétaires qui font des efforts, que ce soit sur le plan technique, sur le plan de l'accueil, etc., ça peut permettre pour des restaurations, pour des travaux, donc d'avoir une petite aide du département. Alors aujourd'hui, il y a 125 sites labellisés. C'est une aide financière, mais finalement, ça contribue aussi au rayonnement du département. C'est une aide financière. Alors, ça n'a rien à voir avec le classement aux monuments historiques, mais un lieu, un site, un objet qui est classé patrimoine en Isère, ça peut apparaître donc dans des brochures touristiques sur un territoire donné. Ça peut être une commune, ça peut être un village, et puis ça peut être une agglomération. Alors on peut peut-être dire un petit mot sur Saint-Antoine-l'Abbaye qui bénéficie de plusieurs labels. Alors le label plus beau village de France, élu en 2025 village préféré des Français. Et puis le département a été maître d'ouvrage sur des travaux très importants qui concernaient le portail de l'église abbatiale. Et travaux qui ne sont pas finis. Alors là, le portail, oui, mais tout le reste, c'est un chantier de... C'est un peu la Sagrada Familia. Oui, c'est un peu la Sagrada Familia iséroise, on va dire. Donc, alors peut-être pas aussi haute et peut-être pas aussi large, mais c'est aussi important. Mais je crois que le travail qu'on y fait, les investissements qu'on y met, parce que la petite commune de Saint-Antoine-l'Abbaye n'a pas les moyens, et c'est la raison pour laquelle on l'aide à un niveau élevé, et c'est la raison pour laquelle aussi l'État participe donc à certains travaux de restauration, mais c'est quelque chose de tellement important et de tellement magnifique qu'on ne peut pas oublier un patrimoine de ce type. Mais évidemment, l'action du département ne se limite pas à ça. Quel bilan vous tirez de l'engagement du département en faveur du patrimoine le long de ces 11 dernières années ? Et depuis 2015, on n'a jamais fait autant dans ce département pour le patrimoine. Moi, j'ai été élu au département d'Isère entre 2001 et 2011. Et bon, il y a un certain nombre de choses qui se faisaient au niveau du patrimoine. Je l'ai vu par exemple à Vienne, mais comparé à ce que l'on fait depuis le début, c'est rien. Et au cours des 6 dernières années, jusqu'en 2004, on a consacré 27 millions d'euros à la restauration du patrimoine isérois. Et ça a permis de restaurer 730 lieux, objets, sites, etc. Et on n'a jamais connu ça. Et c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté pendant 1 an, en 2025, pour faire une pause, d'ailleurs, pour d'abord voir où on en était financièrement par rapport aux financements nationaux. Donc, on a l'État qui, à un moment, commence à nous serrer la vis dans certains domaines. Mais on continue dans ce domaine-là parce que ça en vaut la peine et c'est important pour le patrimoine d'Isère, mais c'est important surtout pour les Isérois. La pause est terminée, on est en 2026 et ça repart. Ça repart, 2026. On a prévu cette année donc sur le démarrage d'un nouveau plan patrimoine
26, 27 et 28, avec pour cette année 2 millions d'euros donc, pour les travaux dans le domaine, alors principalement ce qu'on appelle le patrimoine de proximité, mais ça peut être aussi des monuments historiques. Donc et on a des taux différents. Donc le monument historique, il appartient à un privé ou il appartient donc, à une commune. Donc c'est pas la même chose. Et puis un grand événement qui se prépare d'ici 2 ou 3 ans, l'ouverture d'un nouveau musée départemental. Voilà, alors le musée départemental de Vienne, on y travaille depuis quand même maintenant 3-4 ans. La directrice est nommée, on a une équipe qui travaille. On en est sur la phase scénographie, etc. Donc on n'a pas encore posé une première pierre. Et puis on a eu quelques petits détails d'environnement à régler en matière de propriété. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas pris de retard, mais c'est inhérent à ce type de chantier. C'est un super teasing, on a encore plus envie de venir si on attend un petit peu. Oui, puis ça sera le musée départemental. Absolument, et il sera gratuit comme les 11 comme tous, musées. Et ça va inciter les musées viennois à être totalement gratuits également. C'est parfait. Merci Patrick Curteau. Merci à vous. Est-ce que vous connaissez la famille Chardon, Patrick Curteau? Alors, Chardon, on a une collègue qui s'appelle Anne-Sophie Chardon au département, qui est conseillère départementale dans le secteur autour de Grenoble, de Clé, voilà, etc. Eh ben non, c'est pas elle. C'est pas elle. Moi, je vais vous présenter une autre famille Chardon. Alors Chardon, ils ne sont pas écossais, mais bien isérois. Et le patrimoine, c'est leur passion et c'est même leur métier, vous allez les voir. Voilà une famille de charpentiers installés au cœur du massif de la Chartreuse, au bord du Gué-Vif à Saint-Pierre-d'Entremont. Formés par leur oncle Paul, les jumeaux Éric et Laurent ont repris il y a une trentaine d'années l'entreprise créée en 1905 par leur arrière-arrière-grand-père. Grâce à leur forêt, ils travaillent en circuit court, fournissant le bois pour les chantiers patrimoniaux du château de Visil ou de la buvette Cachat à Évian. Certaines pièces sont fabriquées dans la tournerie hydraulique, l'une des dernières en activité en France. Monument historique et labellisé patrimoine en Isère, elle s'apprête à être rénovée grâce notamment aux 190 000 € obtenus grâce au loto du patrimoine 2025. Une tournerie qui sera ensuite transmise aux 4 enfants Chardon, tous déjà très investis et qui vont pouvoir continuer à faire vivre l'entreprise pendant quelques années pour le plus grand bonheur de leurs parents. La tournerie, je l'ai découvert depuis tout jeune déjà, je viens là-dedans, je vois le tonton qui venait tourner là, je le vois faire, donc déjà rien que de regarder, ça m'a donné cette envie d'essayer après un moment. Jusqu'à la fin, il descendait tous les jours là à la tournerie. Il nous disait, allez viens petit, mettez le tabouret, puis il se mettait derrière nous, il nous disait comment faire. Du coup on avait déjà eu tourné quelques verres, des machins comme ça. Et puis du coup on a tous commencé sur le tabouret qu'il y a là-bas. C'était déjà le tabouret que mon arrière-grand-père avait fait pour mon grand-oncle. C'est des bons moments partagés avec lui. Moi je me souviens aussi qu'il gueulait beaucoup, moi je me prenais pas mal de savonner. Mais bon, c'est tous des bons souvenirs qu'on garde là dans la tonderie, oui. Aujourd'hui, je me dis, nous on a plein de choses à faire, on a beaucoup de projets, peut-être même trop. Et là aujourd'hui on commence à se dire, mais on va peut-être pas vivre assez vieux pour tout faire. Mais c'est pas grave. Parce que quand on sait derrière, il y a une génération qui est là et qui va continuer, et alors là, le temps, vous dites, là, cette fois, on est tranquille. Après, c'est ça, c'est ce bonheur-là de dire, après nous, ils sont là. Et on en profite pour remercier Olivier Escalon pour ces belles images tirées de son documentaire. La force de l'eau qui fait activer la tournerie ou qui produit de l'électricité, la fameuse houille blanche popularisée par Aristide Bergès, la houille blanche qui se découvre ici à la maison Bergès, et l'eau qui donne son nom à la nouvelle saison culturelle du département de l'Isère. Après notamment Déshabillez-nous ou l'appel de la forêt. Christophe Reville, bonjour, vous êtes le vice-président du département, délégué à la gestion de l'eau qui a évidemment façonné les paysages de l'Isère.
Oui, est-ce que vous imaginez, Marie-Caroline, qu'on a 8000 km de cours d'eau en Isère, plus d'1 millier d'étangs, de lacs qui ont effectivement façonné nos paysages, mais façonné aussi notre histoire. On n'imagine pas le moindre hameau s'installer, il y a des centaines d'années, sans un point d'eau, sans une source. Les cours d'eau ont aussi été des voies navigables, on l'oublie, donc tout ça a effectivement construit notre paysage, construit notre histoire. L'Isère fait 300 km de long, de ses sources dans le parc de la Vanoise jusque dans la Drôme, quand elle va se jeter dans le Rhône, traversant la Savoie, l'Isère, la Drôme, avec des affluents qui ont aussi contribué à notre histoire. On pense au Drac, évidemment. Tout ça, évidemment, nous a construit une histoire industrielle aussi. Et vous avez cité l'hydroélectricité. On est ici à la Maison Bergès. C'est un exemple majeur de ce que l'eau a pu apporter de mieux en matière d'innovation dans notre département. Alors l'eau, évidemment, inspire les artistes, mais aujourd'hui encore, vous parliez d'histoire, mais aujourd'hui encore, quand on doit faire une construction, même les agriculteurs, tout le monde a besoin de l'eau aujourd'hui. L'eau est source de vie, elle est aussi source de beaucoup de tracas, donc il faut effectivement tenir compte des cours d'eau quand on construit. Nos plans locaux d'urbanisme sont effectivement très impactés par les risques torrentiels, les risques d'inondation, les risques de crues. On a vu récemment en Isère que l'eau pouvait apporter le pire. On pense évidemment au drame de la Bérarde. Il faut évidemment tenir compte de tout ça. Ça vous fait une belle délégation, tout ça? Oui, ça fait pas mal de choses à gérer. Le département est assez proactif en matière de gestion de l'eau, aux côtés des agriculteurs, aux côtés des communes rurales pour l'eau potable, pour l'assainissement, et puis aux côtés des grands syndicats gémapiens. Il y a 4 grands syndicats qui se sont chargés sur le département de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Merci beaucoup, Christophe Reville. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Oh, quelle histoire! C'est toute une série de rendez-vous jusqu'en septembre 2027, comme l'exposition Reflets du Nil, à voir jusqu'au 22 novembre prochain au musée Champollion à Vif. Le Nil, comme vous ne l'avez jamais vu. Antiquité, peinture moderne, photographie contemporaine. Le musée Champollion de Vif lui consacre une exposition temporaire avec une scénographie immersive, les pieds dans l'eau. Vous pouvez vous asseoir à bord d'une felouque et puis naviguer de l'aube jusqu'au crépuscule, jusqu'à un salon égyptien. Prenant sa source au cœur de l'Afrique, le Nil traverse une dizaine de pays. Pendant des millénaires, il a dicté le rythme de vie des Égyptiens et celui de la faune qui le peuple. Les crocodiles et les hippopotames étaient nombreux à peupler les eaux du Nil dans l'Antiquité, mais ils ont été victimes d'une chasse intensive jusqu'au XXe siècle. Nous présentons 2 antiquités égyptiennes qui permettent de comprendre la vision ambivalente qu'on a de l'hippopotame dans l'Antiquité. C'est un animal placide qu'on représente en faïence, le cuir bleu recouvert de végétaux comme un symbole de la Renaissance. Mais il peut charger avec fureur pour défendre son territoire. Dans ce cas-là, c'est l'incarnation du dieu Seth, le dieu du chaos, qui doit être harponné par le dieu Horus. Divinité pour les Égyptiens, le Nil traverse aussi les textes fondateurs des religions juives et chrétiennes, un fleuve sacré au sens propre du terme. Le Nil est le théâtre de nombreux épisodes bibliques. Sur cette faïence du XVIe siècle et cette peinture du XVIIIe siècle, vous reconnaissez l'épisode du petit Moïse tiré des eaux qui va être élevé par la fille de Pharaon, mais chaque artiste représente cet épisode en fonction du contexte et de la période de création. Et ce sont des images qui vont fortement marquer les Occidentaux, qui vont conditionner leur vision de l'Égypte jusqu'à la campagne menée par Bonaparte. L'exposition Reflets du Nil du monde antique aux rives d'aujourd'hui s'inscrit dans une année de l'eau initiée par le département de l'Isère. Profitez de ces visites gratuites jusqu'au 22 novembre 2026. Le musée Champollion propose chaque premier dimanche du mois une visite gratuite. Profitez-en. Notre patrimoine, c'est aussi notre patrimoine culinaire et les bons produits de l'Isère. Vous connaissez évidemment les produits Isir, vous les trouvez dans certains supermarchés, dans des boutiques et bientôt dans un nouveau magasin tout près de chez vous, dans le centre-ville de Grenoble, rue de Beaune. On est allé rencontrer son gérant.
Bonjour, je m'appelle Benjamin Péchel, je suis le futur directeur de la boutique de la Marquisère qui va ouvrir ses portes au 15 rue de Beaune d'ici la fin du mois de mai. Et le concept de la boutique est très simple, c'est la production du terroir dans le centre-ville de Grenoble. Donc ça relie en règle générale les producteurs de fruits et légumes, des transformateurs, artisans, etc. qui sont liés au terroir isérois et uniquement du terroir isérois. Nous aurons l'entièreté de ce que vous pouvez trouver à l'heure actuelle dans les grandes et moyennes surfaces et commerces de proximité. Nous aurons tout un large choix de produits frais, du fruit et légumes à la viande, aux différents types de viande, produits de crèmerie, lait, etc. Et également aussi un pôle dédié aux produits secs transformés, notamment des biscuits, de la farine, des pâtes, etc. et produits de première nécessité. Ce sera beaucoup plus qu'un simple magasin, un espace dédié à la rencontre des producteurs, des artisans qui se feront une joie d'apprendre et d'expliquer un peu à la clientèle le cœur de leur métier et justement de promouvoir ce savoir-faire isérois. Parmi les autres compétences du département de l'Isère, la protection de l'enfance. Une enveloppe de 186 millions d'euros vient d'être votée pour l'accompagnement des familles, l'aide sociale à l'enfance, avec notamment de nouveaux outils pour lutter contre l'entrée dans la prostitution ou le narcotrafic ou la radicalisation. On écoute les explications du président du département, Jean-Pierre Barbier. Je crois qu'il est temps de parler de protection de l'enfance, de montrer ce que font l'ensemble des acteurs, bien sûr le département, bien sûr nos partenaires associatifs, la justice, l'ensemble de celles et ceux qui se préoccupent de protection de l'enfance, un sujet complexe, difficile, mais que nous abordons avec beaucoup de volonté et d'enthousiasme. C'est un sujet qui est en perpétuelle évolution. Depuis maintenant 2016, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs. Et pourquoi aujourd'hui ? Parce que j'ai ressenti le besoin, après l'audition que j'ai eue à l'Assemblée nationale, après le courrier de la défenseure des droits de 2023, de faire un point tout simplement sur la protection de l'enfance et de faire en sorte que l'on parle de la protection de l'enfance dans sa globalité et non pas en mettant en exergue quelques dossiers parfois difficiles, souvent insoutenables, que nous essayons bien évidemment de corriger. Rappeler ce qui est fait par l'ensemble de nos partenaires, ce qui est fait par le département, avec cette volonté de transparence et puis aussi beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est complexe, qui est difficile. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains, avec toute la complexité que cela peut avoir, avec leur famille aussi. Donc voilà, on est à la croisée de ces chemins, à la croisée de destin. Et pour nous, le but, c'est de donner à ces jeunes les mêmes moyens de réussite que l'ensemble de la population. Sur ces trois sujets, le narcotrafic, la prostitution et la radicalisation, nous nous en préoccupons déjà depuis le début. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ces sujets deviennent de plus en plus importants, de plus en plus prégnants dans le domaine de la protection de l'enfance, particulièrement la prostitution et le narcotrafic. Donc il faut qu'on s'adapte, qu'on mette en place de nouveaux dispositifs pour lutter contre ces deux fléaux qui, même s'ils s'adressent à l'ensemble de la jeunesse, il n'y a pas que les enfants de la protection de l'enfance qui sont concernés, mais comme ils sont particulièrement fragiles, ils sont particulièrement ciblés par les narcotrafiquants, par les réseaux de prostitution. Donc notre rôle, c'est de les mettre en garde, de mettre en place les dispositifs pour le prévenir, pour les faire sortir de cet enfer. Et puis aussi, moi je vais avoir un message là-dessus, que ce soit sur la prostitution ou le narcotrafic, les premiers en cause, ce sont ceux qui consomment, ce sont les clients, ce sont ceux qui encouragent ces trafics. Et là, c'est particulièrement abject. C'est un sujet qui me passionne. Alors, je sais pas, c'est très intime et très personnel, mais il se trouve que mon grand-père était enfant placé, voilà. Donc c'est un sujet qui me tient au cœur et qui me tient à cœur. Près de 6700 mineurs sont aujourd'hui accompagnés par l'aide sociale à l'enfance dans le département de l'Isère. Des
enfants et des sourires, il y en avait beaucoup pour applaudir les champions paralympiques de retour de Milan-Cortina le 16 mars à Champs-Rousse. Accueillir également le drapeau paralympique qui va rester dans les Alpes jusqu'en 2030. Dans la station de Beldon qui a accueilli plusieurs épreuves pendant les JO de Grenoble en 1968, les Bleus ont eu droit à une véritable ovation et un sacré bain de foule. Un triomphe, une fête digne des plus grands moments de l'histoire du sport français. Ce soir-là, Champs-Rousse ouvre la porte d'une nouvelle dimension à la délégation tricolore de retour de Milan-Cortina. Les athlètes paralympiques partagent une liesse inédite avec le public. Un événement exceptionnel, une ambiance de dingue pour fêter quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est médiatisé, c'est très bien, c'est mis en avant et on est ravis d'être là pour participer à ce moment festif. Nous sommes très fiers de nos athlètes. Franchement, ils enflamment la piste, on est fiers d'eux, ils sont beaux, ils sont beaux. J'ai pas les mots, on peut dire, c'est quelque chose j'ai vraiment pas l'habitude de ressentir. C'est incroyable de ressentir cette sensation-là. On est à peine sorti du bus qu'on était là dans le bain de foule, donc forcément ça fait plaisir et on sent vraiment que les Jeux c'est quand même une compétition à part. Aurélie Richard, elle n'en revient pas. 4 fois médaillée dès ses premiers Jeux, la jeune femme prend cette bouffée d'amour comme un cadeau inespéré. Nous, notre quotidien, c'est vraiment de s'entraîner en salle de muscu, sur les pistes et de profiter avec le public, c'est rarement le cas. Et du coup, là, c'est vraiment fou de voir aussi tout ce monde parce que vraiment, il y en a beaucoup. Et c'est quand même magique de se dire qu'on a pu toucher un large public. Un public qui vibre à l'arrivée du drapeau, hissé sur le mât, là juste à côté de la vasque des Jeux de Grenoble. Champs-Rousse trace ici le trait d'union des valeurs de l'olympisme sur le territoire jusqu'aux prochains Jeux dans les Alpes françaises. Maintenant, c'est nous qui sommes dans la lumière. La prochaine étape, c'est évidemment les Alpes françaises. Donc ça veut dire, en termes de symbole, on revient sur notre terre pour célébrer nos athlètes et emmener le drapeau. Mais c'est aussi pour se dire maintenant, on regarde devant, nous sommes attendus, nous y sommes. Et ici, nous sommes en Isère, absente de la carte des Jeux de 2030. Accueillir cette cérémonie dans cette station engagée pour le parasport, c'est prendre part aux Jeux, aux enjeux, poursuivre le chemin vers l'inclusion par le sport. Ce que je fais, c'est qu'une fois les Jeux paralympiques terminés, on va continuer à promouvoir le parasport, on va continuer à promouvoir ces athlètes, à continuer effectivement à les mettre en valeur et puis promouvoir le sport, le parasport, le sport dans les écoles. Au-delà de livrer les Jeux en 2030, l'ambition, ça va être aussi de transformer nos territoires en faveur des personnes en situation de handicap, de faire en sorte de créer un véritable trait d'union entre les Jeux de Paris 2024, les Jeux de 2030, pour mettre plus de sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Et c'est finalement toute l'ambition qu'on souhaite porter sur ce retour de la délégation et ce retour du drapeau ce soir à Champs-Rousse. Avec l'aide du public qui n'est pas prêt de laisser retomber la flamme. L'Isère, terre de champions, même sans neige, c'est aussi sur les routes que ça se passe dans les prochaines semaines, avec aussi un peu de musique. Vous allez le voir, c'est l'agenda. Le vélo, un super moyen de découvrir nos paysages. Si vous êtes amateur de cyclisme, plusieurs rendez-vous à ne pas manquer en Isère en 2026. Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ex-critérium du Dauphiné et antichambre du Tour de France, traversera pour se lancer une bonne partie de la métropole grenobloise. Les coureurs prendront le départ de l'épreuve le 7 juin de Visil, direction Saint-Imier, avant un départ d'étape le lendemain de Saint-Martin-de-Vinoux vers le Puy-en-Velay. Du 25 au 28 juin, les valses du Dauphiné, la Tour du Pin et Aoste principalement, accueilleront les championnats de France cyclistes. Au programme 4 courses en ligne et 2 contre-la-montre. L'occasion de voir le prodige Paul Sexas. Co-organisateur, le département a prévu de nombreuses animations autour de cette grande fête du vélo. Une cyclo-sportive, des démonstrations ou encore des soirées festives. 40 000 spectateurs sont attendus. Après 3 ans d'absence, le musée Electronic Festival revient dans les jardins du musée dauphinois les 12 et 13 juin à partir de 19h. Un dance floor à ciel ouvert sur les pentes de la Bastille avec vue sur la capitale des Alpes et les sommets environnants, avec des artistes émergents locaux mais aussi des pionniers stars de l'électro en France comme Pedro Buzipi Winter, compagnon de route des Daft Punk ou encore Vitalik.
Retour aux sources pour nous dans la maison Bergès, au pied de cette très belle fée électricité qui nous fait briller tous les jours un peu plus. Merci de nous avoir suivis dans cette Isère Mag qui est maintenant terminée. Vous pouvez retrouver toutes ces infos dans le magazine papier, mais aussi sur le site internet isère.fr. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite.